L'homme que l'histoire a retenu sous le nom de Mobutu Sese Seko est né le 14 octobre 1930 à Lisala, une petite localité située sur les rives du fleuve Congo, dans ce qui était alors le Congo belge. Contrairement à d'autres dictateurs africains dont les origines restent enveloppées de mystères, les circonstances de la naissance de Mobutu sont relativement bien documentées, bien qu'il se soit lui-même chargé plus tard de mythifier sa propre histoire pour l'ajuster à l'image qu'il souhaitait projeter devant son peuple et le monde. Son nom de naissance était Joseph Désiré Mobutu, un nom qui reflétait l'influence catholique des missionnaires belges qui dominaient la vie spirituelle et éducative de la colonie. Son père, Albéric Jbemani, était cuisinier au service d'un juge colonial belge, tandis que sa mère, Marie-Madeleine Yemo, était issue de l'ethnie Bandi, un peuple habitant les régions septentrionales du Congo, près de la frontière avec l'actuelle République centrafricaine. La mort prématurée de son père, alors que Joseph Désiré n'avait que 8 ans, marquera profondément son enfance et le contraindra à grandir dans des circonstances difficiles. Après la mort de son père, le jeune Mobutu fut envoyé vivre chez un oncle maternel, mais son comportement rebelle et son caractère indomptable lui valurent des problèmes constants. Il fut renvoyé de plusieurs écoles missionnaires catholiques pour indiscipline, notamment d'un internat de Coquilhatteville où ses parents l'avaient envoyé dans l'espoir que la discipline religieuse rigide redresse sa conduite. Mais loin de se soumettre, le jeune Joseph Désiré développa un profond ressentiment envers l'autorité, un trait qui l'accompagnerait paradoxalement toute sa vie, même lorsqu'il deviendrait lui-même l'autorité suprême de sa nation. Toute analyse de la vie de Mobutu doit commencer par un regard sur l'histoire du Congo sous la domination coloniale, une histoire qui compte parmi les plus brutales et les plus impitoyables de toute l'ère de l'impérialisme européen. Contrairement à d'autres colonies africaines administrées directement par des gouvernements européens dès le début, le Congo eut le malheur unique d'être la propriété personnelle d'un seul homme, le roi Léopold II de Belgique. Entre 1885 et 1908, le territoire connu sous le nom d'État indépendant du Congo n'était techniquement pas une colonie belge, mais la possession privée du monarque, qu'il administrait comme une gigantesque plantation destinée exclusivement à son enrichissement personnel. Durant cette période, Léopold II mit en place un système d'exploitation qui causa la mort de millions de Congolais. Les populations locales furent soumises au travail forcé pour la récolte du caoutchouc et de l'ivoire, produits atteignant des prix exorbitants sur les marchés européens en plein air industriel. Ceux qui ne remplissaient pas les quotas imposés subissaient des châtiments atroces. Mutilations, tortures et exécutions sommaires devinrent des outils de contrôle quotidien. Les photographies de Congolais aux mains amputées circulèrent en Europe et aux États-Unis, suscitant une vague d'indignation internationale qui contraignit finalement Léopold à céder le territoire à l'État belge en 1908. Mais ce changement d'administration ne mit pas fin à l'exploitation. Le Congo belge, comme on appela désormais le territoire, continua d'être traité comme une source de ressources naturelles destinée à enrichir la métropole. L'administration coloniale belge développa une infrastructure minimale, centrée presque exclusivement sur l'extraction de minerais précieux tels que le cuivre, le cobalt, l'uranium et les diamants. La province du Katanga, dans le sud-est du pays, devint l'une des régions minières les plus importantes du monde, mais les richesses qu'elle produisait affluaient directement vers Bruxelles, tandis que la population locale demeurait plongée dans la pauvreté. Le système colonial belge se caractérisa en outre par une politique délibérée visant à maintenir la population africaine dans l'ignorance. Contrairement à d'autres puissances coloniales comme la France ou la Grande-Bretagne, qui permirent au moins l'émergence d'une petite élite éduquée parmi leurs sujets coloniaux, la Belgique restreignit sévèrement l'accès des Congolais à l'enseignement supérieur. Lorsque le pays accéda à l'indépendance en 1960, on ne comptait qu'une trentaine de Congolais diplômés de l'université pour une nation de plus de 15 millions d'habitants. Ce manque délibéré de cadres professionnels et administratifs aurait des conséquences dévastatrices pour l'avenir du pays. Le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de République démocratique du Congo est l'un des plus divers du continent africain, tant sur le plan géographique qu'ethnique. Avec une superficie de plus de 2 300 000 km², c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, abritant plus de 200 groupes ethniques différents parlant des centaines de langues distinctes. Les principaux groupes comprennent les Bakongo à l'ouest, les Baluba dans le centre-sud, les Mongos dans les régions équatoriales, ainsi que les Azandes et les Mangbetu au nord. Cette extraordinaire diversité, combinée aux frontières artificielles tracées par les colonisateurs européens sans aucune considération pour les réalités ethniques ou culturelles du territoire, posa les fondations des conflits qui déchireraient le pays dans les décennies suivantes. C'est dans ce contexte d'exploitation coloniale et de diversité ethnique que le jeune Joseph Désiré Mobutu commença à forger son destin. Après avoir été renvoyé de plusieurs écoles, il fut envoyé accomplir son service militaire obligatoire dans la force publique, l'armée coloniale du Congo belge, en 1949. Contrairement à son expérience dans les écoles missionnaires,
Mobutu trouva dans l'armée un environnement où son intelligence naturelle et son charisme personnel pouvaient s'épanouir. Il gravit rapidement les échelons, atteignant le grade de sergent-major, le rang le plus élevé auquel un Africain pouvait aspirer sous le système colonial belge. Durant ces 7 années au sein de la force publique, Mobutu n'acquit pas seulement une formation militaire, mais développa également des compétences de leadership et une compréhension approfondie du fonctionnement du pouvoir au sein d'une société hiérarchisée. Il apprit à naviguer entre différents groupes, à cultiver des alliances utiles et à projeter une image d'autorité qui intimidait ses subordonnés tout en lui attirant les faveurs de ses supérieurs. Ces compétences lui seraient extrêmement utiles dans les années à venir, lorsque la politique remplacerait les casernes comme principal champ de bataille. Après avoir achevé son service militaire en 1956, Mobutu ne retourna pas dans son village natal et ne chercha pas d'emploi dans les mines ou les plantations comme le faisaient la plupart des vétérans congolais. Il se réinventa au contraire en journaliste, travaillant pour plusieurs journaux à Léopoldville, la capitale coloniale qui deviendrait plus tard Kinshasa. Son travail journalistique lui permit de nouer des contacts avec les mouvements nationalistes naissants, qui commençaient à s'agiter pour l'indépendance du Congo, et c'est durant cette période qu'il rencontra l'homme qui allait changer le cours de sa vie. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba était tout ce que Mobutu n'était pas à l'époque. Un orateur charismatique, un idéologue passionné et le leader incontesté du mouvement indépendantiste congolais. Né en 1925 dans la province du Kasaï, Lumumba avait fondé le Mouvement national congolais en 1958, le premier parti politique du pays à transcender les divisions ethniques et régionales pour plaider en faveur d'une nation congolaise unifiée. Sa vision panafricaniste et sa rhétorique anticolonialiste en firent une figure immensément populaire parmi les masses congolaises, mais aussi une menace pour les intérêts occidentaux dans la région. Mobutu rejoignit le cercle proche de Lumumba, servant comme son secrétaire personnel et confident. Cette position privilégiée lui permit d'observer de près les mécanismes du pouvoir politique et les faiblesses de ceux qui l'exerçaient. Tandis que Lumumba consacrait son énergie aux grands discours et aux négociations avec les colonisateurs belges, Mobutu prenait mentalement note, construisant patiemment le réseau de contacts qu'il utiliserait finalement pour évincer son mentor. L'indépendance du Congo survint avec une rapidité qui surprit tant les colonisateurs que les Congolais eux-mêmes. En janvier 1959, des émeutes à Léopoldville firent des dizaines de morts et contraignirent le gouvernement belge à reconsidérer sa politique coloniale. Contrairement aux Britanniques ou aux Français, qui avaient consacré des années à préparer progressivement leur colonie à l'indépendance, la Belgique avait maintenu le Congo dans un état de dépendance quasi totale. Lorsqu'elle finit par accepter l'inévitabilité de la décolonisation, la Belgique organisa une transition précipitée qui ne dura que quelques mois. Le 30 juin 1960, la République du Congo proclama officiellement son indépendance. Patrice Lumumba, dont le parti avait recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections tenues peu auparavant, devint le premier ministre du nouveau pays, tandis que Joseph Kasavubu, chef de l'Alliance des Bas-Congo, assumait la présidence, à caractère cérémoniel. Mobutu, quant à lui, fut nommé colonel et chef d'état-major de la nouvelle armée congolaise, une position lui conférant le contrôle des forces armées du pays. Mais les célébrations de l'indépendance ne durèrent que quelques jours avant que le chaos ne s'empare du nouvel État. Le discours de Lumumba lors de la cérémonie d'indépendance, dans lequel il dénonça ouvertement les crimes du colonialisme belge devant le roi Baudouin en personne, mit Bruxelles hors d'elle ainsi que les puissances occidentales. Une semaine plus tard, l'armée congolaise se mutina contre ses officiers belges, et la province du Katanga, riche en minerais et secrètement encouragée par la Belgique, fit sécession sous la direction de Moïse Tshombe. Le Congo basculait dans l'abîme. La crise du Congo se transforma rapidement en un champ de bataille de la guerre froide. Lumumba, désespéré de restaurer l'unité de son pays, commit l'erreur fatale de demander l'aide de l'Union soviétique, après que les Nations unies se furent montrées incapables de résoudre la crise du Katanga. Ce geste alarma profondément les États-Unis, qui considéraient le Congo comme un territoire stratégique vital en raison de ses vastes réserves d'uranium, le même uranium qui avait servi à fabriquer les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. La Central Intelligence Agency américaine, la CIA, commença à planifier activement l'élimination de Lumumba. Et c'est ici que Mobutu entre en scène comme acteur principal. Le 14 septembre 1960, à peine 2 mois et demi après l'indépendance, Mobutu exécuta son premier coup d'État. Il annonça à la radio que l'armée neutralisait à la fois le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, et qu'un collège de commissaires généraux, composé de jeunes technocrates, gouvernerait temporairement le pays. Mobutu assura qu'il s'agissait d'une mesure temporaire visant à restaurer l'ordre et qu'il n'avait lui-même aucune ambition politique personnelle. Peu le crurent, mais personne n'était en position de s'y opposer. Lumumba fut placé en résidence surveillée, sous la garde de troupes des Nations Unies censées le protéger.
Mais en novembre 1960, le premier ministre déchu tenta de s'échapper pour rejoindre ses partisans à Stanleyville, où un gouvernement rival qui lui était fidèle s'était établi. Il fut capturé par les troupes de Mobutu et, après des semaines de torture, transféré au Katanga, où il fut exécuté le 17 janvier 1961. Son corps fut dissous dans de l'acide afin d'effacer toute preuve, bien que des décennies plus tard, il fut révélé que des officiers belges avaient directement participé à son assassinat. La mort de Lumumba priva le pays du seul dirigeant doté de la stature morale et du charisme nécessaires pour unifier le Congo, mais elle ne résolut pas les problèmes du pays. Durant les 5 années suivantes, le Congo traversa une période d'instabilité chronique, marquée par des rébellions, des interventions étrangères et des gouvernements faibles. La sécession du Katanga fut finalement écrasée en 1963 avec l'aide des Nations Unies, mais de nouvelles insurrections surgirent dans d'autres régions du pays. Mobutu observait patiemment, consolidant son emprise sur l'armée tout en attendant le moment propice pour s'emparer définitivement du pouvoir. Abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Ce moment arriva le 24 novembre 1965. Profitant d'une crise politique entre le président Kasavubu et le premier ministre Tshombe, Mobutu exécuta son second et définitif coup d'État. Cette fois, plus aucune prétention à un gouvernement temporaire ni à un collège de technocrates. Mobutu se proclama président de la République du Congo et annonça qu'il gouvernerait par décret pendant 5 ans, le temps qu'il jugeait nécessaire pour restaurer l'ordre et la stabilité. Ces 5 années allaient se transformer en 32, au cours desquelles Mobutu ferait du Congo son fief personnel et le pillerait systématiquement jusqu'à le laisser en ruine. Contrairement à son premier coup d'État de 1960, Mobutu bénéficiait cette fois du soutien sans équivoque des États-Unis et des puissances occidentales. La guerre froide était à son apogée et Washington voyait en Mobutu un rempart fiable contre l'expansion communiste en Afrique centrale. Peu importait qu'il fût corrompu, autoritaire ou brutal, ce qui comptait, c'est qu'il fût anticommuniste et qu'il maintint le Congo fermement dans l'orbite occidentale. Cette alliance avec les États-Unis allait fournir à Mobutu le soutien international dont il avait besoin pour consolider son pouvoir et faire taire ses détracteurs pendant les 3 décennies suivantes. Les premières années du régime de Mobutu furent marquées par une brutale campagne de répression destinée à éliminer toute opposition potentielle. Le 4 juin 1966, 4 anciens ministres, dont Évariste Kimba, qui avait brièvement servi comme Premier ministre, furent exécutés publiquement à Kinshasa devant une foule de milliers de personnes. Les hommes furent pendus après un procès sommaire, au cours duquel ils furent accusés de conspirer pour renverser le gouvernement. Ce spectacle public était conçu pour envoyer un message clair à quiconque envisagerait de défier l'autorité de Mobutu. L'opposition politique éliminée ou exilée, Mobutu entreprit de démanteler systématiquement les institutions démocratiques du pays. Tous les partis politiques furent interdits, à l'exception du Mouvement populaire de la Révolution, le parti unique de l'État qu'il fonda lui-même en 1967. L'adhésion au parti devint obligatoire pour tous les citoyens congolais, de la naissance à la mort. Les assemblées législatives furent réduites à de simples chambres d'enregistrement approuvant automatiquement tout décret présidentiel, tandis que le pouvoir judiciaire se retrouvait entièrement soumis à la volonté du président. Mobutu comprit également que le contrôle du pays exigeait davantage qu'une simple répression. Il lui fallait créer un culte de la personnalité légitimant son pouvoir aux yeux du peuple. Il commença à se présenter comme le père de la nation, le guide suprême qui avait sauvé le Congo du chaos et de la fragmentation. Son image ornait tous les bâtiments publics, les billets et les pièces de monnaie, les salles de classe et les uniformes des fonctionnaires. Les journaux télévisés s'ouvraient invariablement sur des images de Mobutu descendant des nuages, une représentation visuelle de sa prétendue nature semi-divine. Les relations de Mobutu avec les États-Unis furent, durant ces années, extraordinairement étroites. Washington fournissait une aide économique et militaire généreuse au régime, tandis que la CIA entretenait une coopération intime avec les services de sécurité congolais. Mobutu se rendit à la Maison-Blanche à de multiples reprises, reçu par des présidents allant de Richard Nixon à George Bush père. En retour, le Congo servait de base arrière aux interventions américaines dans l'Angola voisin, où la CIA soutenait des mouvements insurgés contre le gouvernement marxiste de Luanda. Mais l'aspect peut-être le plus significatif de l'alliance avec l'Occident était la protection qu'elle offrait à Mobutu contre les critiques internationales. Tandis que d'autres dictateurs africains comme Idi Amin en Ouganda ou Jean Bédel Bokassa en République centrafricaine étaient publiquement condamnés pour leurs abus, Mobutu bénéficiait d'un traitement de faveur. Les rapports sur la corruption, les tortures et les violations des droits humains au Congo étaient systématiquement ignorés ou minimisés par Washington et ses alliés européens. La logique de la guerre froide prévalait sur toute considération humanitaire. Le soutien occidental facilita également le développement de l'appareil sécuritaire qui maintenait Mobutu au pouvoir. La garde présidentielle spéciale, entraînée par des conseillers israéliens et équipée d'armes américaines,
devint une force d'élite entièrement dévouée à la protection du président et à l'élimination de ses ennemis. Le Centre national de documentation, le service de renseignement du régime, tissa un réseau d'informateurs infiltrant tous les niveaux de la société congolaise. Nul ne pouvait critiquer le gouvernement sans risquer d'être dénoncé par un voisin, un collègue, voire un membre de sa propre famille. À la fin des années 60, Mobutu avait entièrement consolidé son emprise sur le pays. Le Congo était passé d'une démocratie chaotique à une dictature personnelle où tous les leviers du pouvoir convergeaient vers un seul homme. Mais Mobutu ne se satisfaisait pas de simplement gouverner. Il voulait remodeler l'identité même de la nation à son image. Cette ambition allait le conduire à se lancer dans un projet idéologique qui transformerait radicalement la société congolaise et qui, ironiquement, fournirait la couverture parfaite pour le pillage systématique du pays qui définirait les décennies suivantes. La transformation commença par quelque chose d'apparemment symbolique, mais profondément significatif. Les noms. En 1971, Mobutu annonça que la République du Congo s'appellerait désormais République du Zaïre, reprenant le nom d'une version portugaise du terme local désignant le grand fleuve qui traverse le pays. Ce changement n'était pas purement cosmétique. Il constituait la première étape d'une politique que Mobutu baptisa Authenticité, un programme idéologique censé libérer le pays des influences coloniales et restaurer les traditions africaines précoloniales. Mobutu lui-même montra l'exemple en changeant de nom. Joseph Désiré Mobutu, avec ses résonances catholiques et européennes, fut abandonné au profit de Mobutu Sese Kuku Onbendu Wazabanga, une élaboration en langue bandi censée signifier « le guerrier tout-puissant qui, par sa résistance et sa volonté inflexible de vaincre, ira de conquête en laissant le feu sur son passage ». Les citoyens congolais furent contraints d'abandonner leurs prénoms chrétiens pour adopter des noms africains. Les villes et villages furent rebaptisés. Même les vêtements occidentaux furent interdits aux fonctionnaires, qui devaient désormais porter la bacoste, un costume d'inspiration maoïste que Mobutu avait personnellement conçu. La politique d'authenticité était cependant bien plus qu'un simple exercice de renommage symbolique. Sous couvert de restaurer la fierté africaine et de rejeter l'héritage colonial, Mobutu construisait une idéologie justifiant la concentration absolue du pouvoir entre ses mains, tout en offrant une couverture commode pour l'appropriation systématique de la richesse nationale. Le mobutisme, comme on en vint à appeler cette doctrine, fusionnait des éléments de nationalisme africain, de culte de la personnalité et d'autoritarisme en un cocktail idéologique conçu pour glorifier le président et faire taire toute dissidence. Selon la doctrine officielle du régime, Mobutu n'était pas simplement un président élu ou un dirigeant politique. Il incarnait la nation zaïroise elle-même, le père fondateur dont la vision avait sauvé le pays de la fragmentation et du communisme. Le critiquer équivalait à trahir la patrie. Les médias d'État répétaient inlassablement les vertus du guide, tandis que des intellectuels et artistes cooptés produisaient chansons, poèmes et pièces de théâtre célébrant sa grandeur. Les enfants apprenaient à l'école que Mobutu était comparable aux grands prophètes et dirigeants de l'histoire mondiale. L'étape logique suivante de cette transformation fut la mainmise sur l'économie. En novembre 1973, Mobutu annonça la politique de zaïrianisation, un vaste programme de nationalisation par lequel toutes les entreprises de propriété étrangère seraient confisquées et transférées à des mains zaïroises. Plantations, usines, commerces, exploitations agricoles et entreprises de toutes sortes furent arrachées à leurs propriétaires européens et indiens pour être remis à des citoyens zaïrois désignés par le gouvernement. En théorie, cette mesure visait à rendre l'économie nationale au peuple congolais. En pratique, ce fut le plus grand exercice de pillage organisé de l'histoire du pays. Les bénéficiaires de la zaïrianisation ne furent ni les paysans pauvres ni les ouvriers urbains, mais les membres de l'élite politique et militaire proches de Mobutu. Généraux, ministres, gouverneurs de province et proches du président reçurent des entreprises valant des millions de dollars sans débourser le moindre centime. Mobutu lui-même s'appropria les plus lucratives d'entre elles, notamment des plantations de caoutchouc, des ranches d'élevage et des participations dans les grandes compagnies minières. Du jour au lendemain, ceux qui étaient arrivés au pouvoir sans autre possession que leur uniforme militaire devinrent des magnats des affaires. Mais ce système posait un problème fondamental. Les nouveaux propriétaires n'avaient pas la moindre idée de la manière de gérer les entreprises qu'ils avaient reçues. Beaucoup se contentèrent de piller les stocks et les actifs liquides, de vendre les machines à la casse et d'abandonner les entreprises une fois qu'il ne restait plus rien à en extraire. Les plantations cessèrent de produire lorsque plus personne ne se soucia d'entretenir les cultures. Les usines fermèrent lorsque les machines tombèrent en panne sans que personne ne sache les réparer. Les commerces firent faillite lorsque leurs nouveaux propriétaires consommèrent les stocks sans jamais les reconstituer. En à peine 2 ans, des secteurs entiers de l'économie zaïroise s'effondrèrent. Les conséquences furent dévastatrices pour la population ordinaire. Le chômage explosa à mesure que des milliers d'entreprises fermaient leurs portes. Les produits de première nécessité vinrent à manquer sur les marchés lorsque les chaînes de distribution s'effondrèrent.
L'inflation s'emballa, tandis que le gouvernement faisait tourner la planche à billets pour combler ses déficits. Les fonctionnaires et les soldats, dont les salaires perdaient chaque jour de leur valeur, se mirent à compenser leurs revenus par l'extorsion et le vol direct auprès de la population. La corruption, déjà endémique, devint le mode de fonctionnement normal de toute la société zaïroise. Mobutu avait créé ce que les politologues qualifieraient plus tard de kleptocratie, un système de gouvernement dont le but fondamental n'était pas d'administrer le pays ni de servir ses citoyens, mais d'enrichir ceux qui détenaient le pouvoir. Contrairement au système corrompu traditionnel, où des fonctionnaires individuels détournent des fonds publics à leur profit personnel, dans une kleptocratie, la corruption est institutionnalisée et systémique. Tout l'appareil de l'État est conçu pour extraire la richesse de la société et la canaliser vers l'élite dirigeante. Au centre de cette toile de corruption se trouvait la figure de Mobutu lui-même. Le président traitait les caisses nationales comme son compte personnel, y puisant à volonté pour financer ses caprices, ses projets de vanité et ses comptes bancaires à l'étranger. Il n'existait aucune distinction entre le patrimoine de l'État et la fortune personnelle du dictateur. Mobutu prenait simplement ce qu'il voulait quand il le voulait, sans rendre de compte à quiconque. L'ampleur de la richesse accumulée par Mobutu défie l'imagination. Selon des estimations prudentes, durant ses 32 années au pouvoir, le dictateur pilla au moins 5 milliards de dollars dans les caisses nationales, bien que certaines sources élèvent ce chiffre jusqu'à 15 milliards. Pour donner une idée de ces montants, la dette extérieure du Zaïre à la fin des années 80 s'élevait à environ 14 milliards de dollars. Autrement dit, Mobutu déroba personnellement une somme comparable à toute la dette que son pays avait accumulée envers le reste du monde. Cette immense fortune fut investie dans un train de vie d'une opulence obscène, contrastant brutalement avec la misère de la population zaïroise. Mobutu possédait des dizaines de propriétés luxueuses réparties à travers le monde, notamment des palais en Suisse, en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Côte d'Ivoire. Sa résidence la plus célèbre était le palais de Gbadolite, une construction pharaonique érigée dans son village natal, comprenant des pistes d'atterrissage capables d'accueillir des Concorde, que le dictateur louait régulièrement pour ses voyages en Europe. Le palais disposait de caves regorgeant de champagne français, de chenilles climatisées et de jardins entretenus par des jardiniers venus spécialement de Belgique. Les goûts personnels de Mobutu confinaient à l'absurde. Il collectionnait les voitures de luxe, notamment des Mercedes-Benz blindées et des limousines Cadillac. Sa garde-robe comptait des centaines de costumes taillés par les meilleurs couturiers européens, ainsi que sa célèbre toque en peau de léopard et sa canne à pommeau d'ivoire, devenus ses symboles distinctifs. Il organisait des fêtes légendaires dans ses palais, où le champagne coulait à flots et où l'on servait des mets importés de Paris, tandis qu'à quelques kilomètres de là, ses compatriotes mouraient de malnutrition et de maladies évitables. Mais la corruption de Mobutu n'était pas seulement personnelle. C'était un système de gouvernement qui imprégnait tous les niveaux de l'État zaïrois. Le président utilisait son contrôle sur les ressources nationales pour s'assurer la loyauté de ses subordonnés, distribuant faveurs, contrats lucratifs et opportunités d'enrichissement à ceux qui lui étaient fidèles. Les ministres recevaient l'autorisation tacite de piller leur ministère. Les généraux pouvaient s'approprier les rations de leurs soldats. Les gouverneurs de province exploitaient leur territoire comme des fiefs personnels. Tant que chacun participait au pillage et reconnaissait la suprématie de Mobutu, le système fonctionnait. Ce système obéissait à une logique perverse mais cohérente. En impliquant toute l'élite dans la corruption, Mobutu s'assurait de sa complicité et de son silence. Personne ne pouvait dénoncer les crimes du président sans s'exposer lui-même. Et si un subordonné devenait trop ambitieux ou commençait à accumuler trop de pouvoir, Mobutu le destituait simplement, l'exilait ou l'envoyait en prison, confisquant sa fortune mal acquise pour la redistribuer à des favoris plus loyaux. Le dictateur faisait constamment tourner ses ministres et ses généraux, s'assurant que personne ne reste assez longtemps à un poste pour bâtir une base de pouvoir indépendante. Pendant ce temps, les infrastructures du pays se délabraient lentement. Les routes construites à l'époque coloniale, déjà dégradées par des décennies d'abandon, devinrent impraticables dans de nombreuses régions. Le réseau ferroviaire, autrefois l'un des plus étendus d'Afrique, cessa de fonctionner lorsque les locomotives et les wagons devinrent obsolètes sans être jamais remplacés. Les hôpitaux manquaient de médicaments de base. Les écoles fonctionnaient sans livres ni matériel. Les services d'eau potable et d'électricité, quand ils existaient, étaient intermittents et imprévisibles. L'économie formelle s'effondra pratiquement. À la fin des années 80, le produit intérieur brut par habitant du Zaïre était retombé en dessous des niveaux de 1960, année de l'indépendance du pays. La monnaie nationale, le Zaïre, perdait de la valeur si rapidement que la population préférait effectuer ses transactions en dollars américains ou par troc direct. La majorité de la population survivait grâce à l'économie informelle, cultivant sa propre nourriture, vendant de petites quantités de produits sur les marchés de rue, ou se tournant vers des activités illégales comme la contrebande. Pourtant,
Malgré le désastre économique et la misère généralisée, le régime de Mobutu parvint à se maintenir au pouvoir pendant 3 décennies entières. Cette remarquable longévité s'explique par plusieurs facteurs agissant de concert. Le premier et le plus important était le soutien continu des États-Unis et des puissances occidentales, qui voyaient en Mobutu un allié indispensable dans la guerre froide. Washington fournissait chaque année des centaines de millions de dollars d'aide économique et militaire, des fonds que Mobutu pouvait utiliser pour s'assurer la loyauté de l'armée et financer son appareil sécuritaire. Le second facteur était l'habilité de Mobutu à manipuler à son profit les divisions ethniques du pays. Lorsqu'un groupe ethnique ou une région particulière manifestait des signes de mécontentement, le dictateur promouvait des membres de groupes rivaux à des postes de pouvoir, attisant des rivalités qui empêchaient la formation de coalitions d'opposition unifiées. Parallèlement, il utilisait généreusement la corruption pour rallier les chefs d'opposition potentiels, leur offrant des postes gouvernementaux lucratifs en échange de leur loyauté. Le troisième facteur était la répression pure et simple. L'appareil sécuritaire du régime, comprenant plusieurs services de renseignement, la garde présidentielle et des unités militaires d'élite, surveillait constamment la population et éliminait toute menace avant qu'elle ne puisse se matérialiser. Les dissidents étaient emprisonnés, torturés, assassinés ou contraints à l'exil. Les médias étaient entièrement contrôlés. Les réunions politiques non autorisées étaient dispersées par la force. La peur maintenait la population dans la soumission. Mais même ce système en apparence invulnérable connut de sérieux défis au fil des années. Les plus graves furent les 2 invasions de la province du Shaba, nom qu'avait pris l'ancien Katanga sous le programme d'authenticité. En 1977, puis à nouveau en 1978, des forces rebelles composées d'anciens gendarmes katangais réfugiés dans l'Angola voisin envahir la province dans le but de renverser Mobutu. Les 2 invasions révélèrent l'incapacité totale de l'armée zaïroise, dont les soldats fuyaient ou se rendaient face aux rebelles plutôt que de les combattre. Seule une intervention étrangère sauva Mobutu à ces 2 occasions. En 1977, des troupes marocaines transportées par avion français défirent les rebelles. En 1978, la Légion étrangère française et des parachutistes belges intervinrent directement, évacuant les ressortissants européens pris au piège dans la zone de conflit et écrasant la rébellion. Ces interventions démontrèrent que, malgré toute sa rhétorique nationaliste et anticoloniale, Mobutu dépendait entièrement du soutien militaire occidental pour se maintenir au pouvoir. Les années 80 apportèrent des difficultés économiques croissantes à mesure que les cours du cuivre et des autres minerais d'exportation chutaient sur les marchés mondiaux. Le régime eut de plus en plus recours à l'endettement extérieur pour financer ses dépenses, accumulant une dette qui deviendrait finalement impayable. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale imposèrent des programmes d'ajustement structurel exigeant des coupes dans les dépenses publiques et des réformes économiques, mais Mobutu ignorait simplement les conditions lorsque cela l'arrangeait, sachant que l'Occident n'était pas disposé à l'abandonner tant que durerait la guerre froide. Mais la guerre froide n'allait pas durer éternellement. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement subséquent de l'Union soviétique transformèrent radicalement le paysage géopolitique mondial. L'anticommunisme de Mobutu perdit soudain toute valeur stratégique. Les États-Unis et leurs alliés européens commencèrent à faire pression pour des réformes démocratiques, conditionnant la poursuite de leur aide à l'ouverture du système politique. Ce qui avait été pardonné pendant des décennies au nom de l'endiguement du communisme devint inacceptable dans le nouvel ordre mondial de l'après-guerre froide. En avril 1990, sous une intense pression internationale et face à des manifestations de plus en plus fréquentes dans les villes du pays, Mobutu annonça de manière surprenante la fin du système du parti unique et promit une transition vers le multipartisme démocratique. Une conférence nationale souveraine fut convoquée pour rédiger une nouvelle constitution et poser les bases d'un nouveau système politique. Pour la première fois depuis des décennies, les Zaïrois purent s'exprimer librement, critiquer le gouvernement et s'organiser politiquement sans crainte immédiate de répression. Abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Mais Mobutu n'eut jamais réellement l'intention de céder le pouvoir. Ce qui suivit fut un jeu du chat et de la souris élaboré, dans lequel le dictateur usait de toutes les tactiques à sa disposition pour saboter la transition tout en feignant d'y coopérer. Lorsque la conférence nationale élut un premier ministre issu de l'opposition, Mobutu nomma simplement son propre candidat et créa un gouvernement parallèle. Lorsque des élections étaient programmées, il les repoussait indéfiniment, invoquant des difficultés techniques ou sécuritaires. Lorsque des dirigeants de l'opposition prometteurs émergeaient, il les corrompait, les intimidait ou les neutralisait par des intrigues. Cette période de transition avortée plongea le Zaïre dans un chaos encore plus profond. L'économie, déjà moribonde, s'effondra complètement. L'hyperinflation atteignit des niveaux astronomiques, la monnaie perdant de la valeur d'heure en heure plutôt que de jour en jour ou de semaine en semaine.
Les soldats, qui n'avaient pas touché leur solde depuis des mois, se mutinèrent et pillèrent les principales villes du pays. Des bandes armées proliférèrent dans les provinces orientales. L'État zaïrois, déjà peu fonctionnel, cessa pratiquement d'exister en dehors de la capitale et de quelques villes principales. Au milieu de ce chaos, une nouvelle menace surgit, qui allait finalement sceller le sort du régime. En 1994, le génocide dans le Rwanda, voisin, provoqua une catastrophe humanitaire d'ampleur apocalyptique. Lorsque le Front patriotique rwandais, dominé par les Tutsis, prit le pouvoir à Kigali, environ 2 millions de Hutus fuirent vers l'est du Zaïre, parmi lesquels de nombreux auteurs du génocide. Les camps de réfugiés établis près de la frontière devinrent rapidement des bases à partir desquelles les génocidaires planifiaient leur retour violent au Rwanda. Cette situation était intolérable pour le nouveau gouvernement rwandais, qui voyait avec horreur ses ennemis se réorganiser juste de l'autre côté de la frontière, avec la complaisance tacite de Mobutu. En 1996, le Rwanda décida de régler le problème par la force. Mais au lieu de simplement attaquer les camps de réfugiés, le gouvernement de Kigali opta pour une stratégie plus ambitieuse: renverser Mobutu et le remplacer par un dirigeant plus coopératif. L'instrument choisi pour cette opération fut Laurent-Désiré Kabila, un vétéran guérillero qui combattait Mobutu depuis les années 60, sans jamais avoir remporté plus que des victoires marginales. Kabila était une figure controversée, dont le parcours mêlait un militantisme anticolonial authentique et une implication dans des activités de contrebande. Mais il présentait deux avantages cruciaux. Il était congolais, ce qui donnait à l'invasion l'apparence d'une rébellion interne plutôt que d'une agression étrangère. Et il était disposé à coopérer avec les intérêts rwandais et ougandais en échange de leur soutien militaire. En octobre 1996, les forces de Kabila, appuyées par des troupes rwandaises et ougandaises, lancèrent leur offensive depuis l'est du pays. Ce qui suivit fut moins une guerre qu'un effondrement total. L'armée zaïroise, démoralisée, mal équipée et dirigée par des officiers plus intéressés par le pillage que par le combat, se désintégra face à l'avancée rebelle. Ville après ville tomba avec une résistance minime ou nulle. Les soldats de Mobutu fuyaient ou changeaient de camp en masse. En moins de 7 mois, les forces de Kabila avaient traversé un territoire de la taille de l'Europe occidentale. Mobutu, pendant ce temps, était gravement atteint d'un cancer de la prostate. Le dictateur qui avait dominé le Congo pendant plus de 3 décennies passait désormais la majeure partie de son temps en Europe, en traitement médical. Lorsqu'il tenta de revenir diriger la défense de son régime, il constata qu'il n'avait plus de régime à défendre. Ses généraux l'avaient abandonné. Ses alliés occidentaux lui avaient tourné le dos. Les pays africains qui l'avaient autrefois courtisé soutenaient désormais ouvertement Kabila. Il était seul, malade et vaincu. Le 17 mai 1997, les forces de Kabila entrèrent dans Kinshasa. Mobutu avait fui la veille, d'abord vers son palais de Gbadolite, puis vers l'exil. L'homme qui avait gouverné le Congo d'une main de fer pendant 32 ans termina ses jours à errer de pays, en quête d'un lieu prêt à l'accueillir. Le Maroc finit par lui offrir refuge, et c'est là que Mobutu Sese Seko mourut le 7 septembre 1997. À peine 4 mois après avoir perdu le pouvoir. La chute de Mobutu n'apporta ni la paix ni la prospérité au pays, que Kabila rebaptisa République démocratique du Congo. Le nouveau président se révéla bientôt tout aussi autoritaire et corrompu que son prédécesseur, quoique nettement moins habile dans l'exercice du pouvoir. Sa rupture avec ses anciens parrains rwandais et ougandais déclencha une nouvelle guerre impliquant 9 pays africains et causant la mort de millions de personnes, le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Kabila fut assassiné par l'un de ses propres gardes du corps en 2001, et son fils Joseph lui succéda, gouvernant jusqu'en 2019. L'héritage de Mobutu continue de peser sur le Congo jusqu'à ce jour. Les institutions de l'État qu'il a détruites ou perverties n'ont jamais été correctement reconstruites. La culture de corruption qu'il a institutionnalisée continue d'imprégner tous les niveaux du gouvernement et de la société. Les infrastructures qu'il a laissées se dégrader restent en ruine. Les divisions ethniques qu'il a manipulées pour se maintenir au pouvoir continuent d'alimenter des conflits armés dans les provinces orientales du pays. Le Congo demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses richesses naturelles parmi les plus abondantes de la planète. Il est difficile d'évaluer avec précision le coût humain total du régime de Mobutu. Contrairement à Idi Amin ou Pol Pot, Mobutu n'organisa pas de massacres systématiques ni de camps d'extermination. Sa brutalité était plus sélective, dirigée contre des opposants spécifiques et des groupes menaçant son pouvoir. Mais les dommages causés par des décennies de pillage, de négligence et de mauvaise gestion furent tout aussi dévastateurs, quoique de manière plus diffuse et progressive. Des générations entières de Congolais grandirent sans accès à l'éducation, aux soins médicaux ou aux services de base. L'espérance de vie chuta. La mortalité infantile augmenta. Des millions de vies furent écourtées ou appauvries par les politiques du régime. Les milliards volés par Mobutu ne représentent que la partie la plus visible du pillage.
Tout aussi importante fut la destruction du capital humain et institutionnel du pays. Le Congo de 1960, malgré tous les crimes du colonialisme belge, présentait les prémices d'une économie moderne, une classe éduquée petite mais croissante, et le potentiel de devenir l'une des nations les plus prospères d'Afrique. 4 décennies plus tard, ce potentiel avait été entièrement anéanti. Le Zaïre de 1997 était infiniment plus pauvre, plus arriéré et plus dysfonctionnel que le Congo de 1960. Et pourtant, pendant la majeure partie de son règne, Mobutu fut traité comme un homme d'État respectable par la communauté internationale. Il reçut des présidents américains et des premiers ministres européens dans ses palais. Il fut invité à des sommets internationaux et fêté dans des capitales étrangères. Les banques suisses et françaises acceptèrent volontiers ses dépôts volés. Les entreprises occidentales lui versèrent des pots de vin faramineux pour obtenir des contrats au Zaïre. L'hypocrisie de ceux qui condamnaient publiquement la corruption tout en la facilitant en privé fut aussi monumentale que la corruption elle-même. D'aucuns ont soutenu que Mobutu n'était qu'un produit de son époque et de ses circonstances, un homme qui saisit les opportunités offertes par la guerre froide et agit selon les incitations auxquelles il faisait face. Il y a une part de vérité dans cet argument. Sans le soutien occidental, Mobutu n'aurait probablement pas survécu aux crises des années 60 et 70. Et la logique de la guerre froide facilita certainement le maintien au pouvoir de dictateurs du monde entier, pour peu qu'ils affichent leur loyauté anticommuniste. Mais cette explication reste incomplète. Mobutu ne fut pas un simple pion passif de force qui le dépassait. Ce fut un acteur doté d'une véritable agentivité qui prit des décisions délibérées. Il choisit de piller son pays plutôt que de le développer. Il choisit de réprimer son peuple plutôt que de permettre la participation politique. Il choisit la corruption plutôt que l'honnêteté, la tyrannie plutôt que la démocratie, l'intérêt personnel plutôt que le bien-être national. D'autres dirigeants africains de la même époque, confrontés à des circonstances similaires, firent des choix différents. Mobutu doit être jugé pour les siens. L'histoire du Zaïre sous Mobutu constitue, en définitive, une mise en garde sur les dangers du pouvoir sans contrôle. Elle montre comment un individu doté d'assez d'habileté et dénué de scrupules peut confisquer un pays entier à son profit personnel. Elle montre comment la communauté internationale peut se rendre complice de la tyrannie lorsque cela sert ses intérêts. Et elle montre comment les dommages causés par des décennies de mauvaise gouvernance peuvent perdurer bien après la mort du tyran. Le Congo continue de lutter avec les conséquences du règne de Mobutu, plus d'un quart de siècle après sa chute. La reconstruction d'un pays dévasté par des décennies de pillage et de négligence est une tâche générationnelle qui a à peine commencé. Et pendant ce temps, les milliards volés par Mobutu demeurent en grande partie non récupérés, dispersés dans des comptes bancaires secrets et des propriétés de luxe à travers le monde, rappel permanent de l'un des plus grands vols de l'histoire. Que pensez-vous de Mobutu Sese Seko ? A-t-il été l'exemple le plus extrême de la manière dont un dirigeant peut transformer un pays entier en sa propriété personnelle ? Ou n'a-t-il été que le plus habile de nombreux dictateurs africains ayant suivi le même chemin ? N'hésitez pas à nous laisser votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, et en attendant, merci beaucoup de nous avoir suivis.